Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes donc ici en présence d'une très belle femme. C'est le mois de la femme. Nous sommes à Genève en Suisse. Le 8 mars, c'était hier. Et c'est avec un très grand plaisir que nous la recevons ici sur Paris Suisse pour la scène littéraire. Elle s'appelle Charline Kefa. Elle est tout droit de la France, Paris, c'est ça? De Paris, oui. De la région parisienne. Ouais. Alors, on lui dit bonsoir et bienvenue. Madame. Bonsoir et merci de me recevoir. Nous arrivons au terme d'une très belle conférence débat organisée en votre honneur par la scène littéraire. Comment vous vous sentez au terme de cette conférence débat? C'est toujours bien d'aller à la rencontre de ceux qui nous lisent. Sinon, notre travail d'auteur, d'écrivain n'a pas de sens. Et donc, je suis ravie d'avoir rencontré aujourd'hui des personnes qui m'ont lu et qui portent un intérêt à ce que je fais. Non, disons que j'ai écrit 3 romans et après j'ai participé à pas mal de projets collectifs dont je suis auteur aussi de plusieurs nouvelles. Plusieurs nouvelles. Oui. Et votre préféré, c'est là? La nouvelle ou les romans? Les romans. Les romans, je sais pas, j'ai pas de préférence en fait. Oui, tout, c'est un peu comme une maman avec ses enfants, on les aime tous et donc j'aime tous mes romans. Voilà, nous allons revenir sur votre écriture. On va commencer à chercher à savoir comment est-ce que tout cela a commencé. Parlez-nous un peu de vous, votre naissance, où est-ce que vous êtes né, quand, où, et vous avez grandi, Très bien, je suis née au Gabon. Je suis née en 1977 dans le nord du Gabon, dans une ville qui s'appelle Mimvoul. Et j'ai découvert la lecture très tôt parce que j'étais une enfant très introvertie. Très introvertie et je me rappelle que j'étais dans un établissement scolaire où j'avais cours que le matin jusqu'à 13 h. Et l'après-midi, j'étais seule à la maison parce que mes frères et sœurs, eux, ils étaient dans un autre établissement dont les cours se déroulaient le matin et l'après-midi. Et comme on n'avait pas le droit de regarder la télévision, je fouillais dans les affaires de mes parents et je tombais sur des livres que je lisais. Je lisais vraiment tout ce qui me tombait sous la main. Et parfois, il m'arrivait de commencer à écrire des fins à ces textes que je lisais parce que je pensais que les fins ne se déroulaient pas comme je l'aurais souhaité. Et c'est comme ça qu'après j'ai écrit mes premiers textes, des contes, des récits, des lettres que j'ai fait lire à ma famille. Certains m'ont encouragé, d'autres n'ont pas cru à mon projet. Donc je remercie les deux. Ceux qui n'ont pas cru au projet et aussi à ceux qui m'ont encouragé. D'accord. Et le premier livre, la première nouvelle? Oui, le premier roman. Oui, c'était en 2011. C'est un texte qui s'intitule Percées et chimères, qui traite vraiment du parcours, ça traite de l'immigration à travers le parcours de deux amis qui se font prédire l'avenir. Et donc ça a été mon premier texte qui a été publié en 2011. C'était du conte d'auteur. Et comme le conte d'auteur, c'est pas le bon plan quand on est romancier. Lorsque j'ai écrit Naître, j'ai essayé d'élargir mon champ pour trouver un éditeur qui me publierait à compte d'éditeur. Et c'est comme ça qu'en 2014, pour la première édition de Naître, j'ai été publié en compte d'éditeur. Le roman aussi qui a suivi, La danse de Pilar, c'est à compte d'éditeur qu'il a été publié. Vous écrivez beaucoup avec votre cœur, on ressent beaucoup de l'émotion. Oui. C'est vrai? Oui, je ne peux pas faire sans. Je ne peux pas écrire en trichant en fait. J'ai besoin de prendre quelque chose dans ma vie, dans mon passé, dans mon histoire, une petite corde que je tiens et qui alimente en fait le déroulement du récit. Oui, j'écris avec mon corps même, je dirais. J'écris avec mes sentiments, j'écris avec mes pensées, j'écris avec mes blessures, j'y mets tout parce que j'essaie d'être sincère avec mon lectorat et je suis heureuse parce que
beaucoup de femmes viennent me voir et se retrouvent dans les histoires qui sont relatées dans mes romans, justement parce que j'écris sans phare, je ne triche pas. Donc, ce n'est pas forcément votre vécu, c'est le vécu des autres femmes. Oui, c'est le vécu de plusieurs femmes, pas que moi. Mais c'est aussi mon vécu, c'est d'abord le mien. Je ne vais pas le dévoiler entièrement, mais c'est toujours des éléments de mon vécu que je prends pour construire ensuite la trame. Du coup, vous êtes une féministe, c'est ça? Oui, je suis une féministe, je le revendique, je n'en ai pas honte, c'est pas une maladie, hein, c'est pas contagieux. Je suis féministe parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour travailler l'estime de soi chez les enfants, chez les jeunes filles. Et que je pense que amener les femmes à ne pas se considérer comme étant des personnes moindres que les hommes, ce serait déjà un pas dans l'estime de soi que j'aimerais qu'on inculque aux filles. Oui, je suis féministe parce que nos droits sont encore biaisés. Je suis féministe parce qu'il y a des jeunes filles qui sont encore mariées de force. Je suis féministe parce qu'il y a encore des jeunes femmes qui sont excisées. Et donc je pense qu'on a encore du pain sur la planche. Et tant qu'on aura ces questions qui ne sont pas réellement prises en compte, je serai et je demeurerai féministe. Et le courant contraire au féminisme qui vient la plupart du temps des hommes, mais peut-être encouragé aussi par certaines femmes qui affirment carrément qu'il n'y aura jamais d'égalité entre l'homme et la femme. Oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui... Il peut y avoir une égalité entre l'homme. Ça dépend d'égalité. L'égalité n'est pas physique, l'égalité n'est pas... L'égalité, c'est au niveau du statut que l'on octroie à la femme. L'égalité, c'est que la femme, dans certaines régions, puisse avoir le choix de disposer d'elle. C'est-à-dire qu'on ne prendrait pas une fille de 8 ans et l'amener à un vieillard pour dire voilà, tu es la femme de tel. C'est ça l'égalité. Le vieillard, il a décidé de la petite fille qu'il va épouser, mais qu'a-t-elle décidé, elle? C'est que les femmes soient à mesure de disposer de leur corps, qu'on ne décide pas pour elles. C'est ça l'égalité, c'est entre autres en fait. Et qu'est-ce que vous pensez de ces femmes de ces femmes qui sont... qui disent non, Je pense qu'elles ont d'une part un peu raison parce que le combat, il n'est pas simple. Mais c'est très facile aussi après et réducteur oui, voilà. Je pense que nous avons déjà eu de belles victoires. Quand on regarde d'où ces combats viennent, ces combats féministes, et ce que nous avons acquis comme privilège à la suite de nos aînés hein, qui ont combattu, qui ont écrit. Par exemple, je lisais encore, parce que j'ai écrit un article, je lisais Mariam Abba, qui dans son roman, il y a plus de 40 ans, parlait de la condition féminine au Sénégal avec le personnage d'une femme à qui on donne une coépouse. On lui oblige d'accepter une coépouse et il se trouve que la coépouse, c'est l'amie de sa fille. Il faut que ce genre de situation change et Dieu merci que des romans comme ça ont permis de mettre en lumière ce genre de situation et de faire en sorte que beaucoup de femmes aujourd'hui refusent de se positionner comme ça dans un mariage polygamique parce que la tradition le veut, parce que les mamans le veulent, parce que ça a toujours été comme ça et qu'on ne peut pas changer les données. Je sers, même dans ma propre famille, on me dit que je ne vais pas refaire le monde. Il faut faire avec, tu ne vas pas refaire le monde. Mais est-ce que le monde va bien? Oui, je sais que j'attaque quelque chose de difficile parce que c'est quelque chose d'ancré et qu'on conteste rarement la tradition. Oui, on ne la tord pas. Elle est là, elle est figée en fait. On ne l'adapte pas, on ne la conceptualise pas, on ne
Les lois, heureusement, encore dans les pays dits développés, sont revues, sont adaptées. Aujourd'hui, on parle du mariage pour tous, chose dont on n'aurait jamais parlé il y a 40 ans plus tôt. C'est-à-dire, on s'adapte avec ce que la société, avec le changement, les mutations sociales. Mais la tradition africaine reste figée. Aujourd'hui, par exemple, le mariage avec la dot. Avant, quand on allait épouser une fille, c'était une dot symbolique. On apportait des outils pour la chasse, pour la pêche, pour la plantation. Et puis les deux familles se connaissaient. Aujourd'hui, on maintient la dot et pourtant elle devient commerciale. C'est-à-dire, c'est un fonds de commerce, c'est-à-dire on va demander au fils de quelqu'un de déposer 10 millions, sachant que si la fille se comporte mal, on va la répudier, on va dire de rembourser. Entre-temps, ceux qui ont consommé cette dot, ce sont des oncles, ce sont des gens qui n'ont même jamais le petit pouce quand la fille, par exemple, poursuivait des études ou bien quand il fallait participer à son éducation. Et donc, même adapter la question de la dot, on ne réfléchit pas dessus, on dit, on le fait, la dot, on la poursuit. Pareil pour la polygamie. J'ai eu vent, il n'y a pas longtemps, d'un homme qui a épousé les 3 sœurs à la mairie. Et ça rejoint ce que vous avez dit au sujet de certaines femmes qui font aussi quand même qu'on avance à reculons, quoi. Parce elles ont accepté d'être 3 co-épouses, 3 sœurs du même homme. Oi. On ne va pas les abolir, on va les adapter au contexte et puis on va donner la voix aux principales personnes, aux principales intéressées qui sont les femmes. Et les écouter. Je parlais tout à l'heure de la culture au Bali, dans une région du Gabon où le grand-père pouvait épouser, et peut encore le faire, sa petite fille. Oui, ça perdure, les traditions, elles perdurent. Même si actuellement les jeunes filles, les jeunes femmes, elles se révoltent, elles se laissent pas faire, heureusement encore. Mais dans cette tradition, c'était les hommes qui décidaient. On n'écoutait pas les femmes. Et je pense que pour redéfinir une autre manière de mieux vivre ensemble entre hommes et femmes en Afrique, on pourrait écouter les femmes, notamment sur ces questions de mariage. Je ne dis pas qu'en Afrique, on n'écoute pas les femmes, c'est faux. Je sais que la femme a un pouvoir discret. Quand un père, un homme, un grand-père décide, il écoute sa femme entre les 4 murs. Mais lorsqu'il est question de tout ce qui touche au mariage, on ne l'écoute pas. Déjà même la dot, ce qui est donné, la maman, elle voit passer. C'est le père et les oncles. Et les frères. Ah oui, elle aura un pagne, quelques casseroles, mais le gros du gros revient aux hommes et à des oncles qui n'ont rien foutu en fait pour l'éducation de l'enfant qui va se marier. Et puis ce qu'on oublie aussi quand je dis qu'il y a une partie égoïste dans cette histoire de dot, parce qu'un mariage ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Et quand on a demandé 10 millions au fils de quelqu'un et que le mariage tourne mal, comment on fait pour rembourser tout ça? Dans votre livre par lequel nous avons commencé aujourd'hui, Naître. Parlez-nous un peu. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est une histoire des blessures en fait liées à l'enfance. Des blessures qui participent soit de la construction ou même des errances, des errements du personnage principal qui est Lucinda, parce que c'est une fille qui est mal aimée, parce que c'est une fille qui arrive au monde alors qu'elle ne l'a pas souhaité. Et elle va vivre cette blessure très très mal parce que elle est face au silence de la famille. Et donc il faut qu'elle se trouve des raisons. Il faut qu'elle se construise quand même dans ces silences-là. Et ça va lui prendre du temps. Elle va nourrir du ressentiment vis-à-vis de sa mère.
Elle va nourrir du ressentiment vis-à-vis des hommes. Elle va se mettre dans une posture, je vais dire, conjugale, qui va être à son désavantage. Et puis, heureusement, finalement, elle va quand même opérer un retour aux sources, un retour vers elle-même, aller questionner la mère pour pouvoir se guérir de ses blessures. En fait, c'est toute la problématique de l'éducation en Afrique aussi. On aime les enfants. On dit en Afrique qu'on aime les enfants, mais il y a quand même des situations, quand on regarde le problème des enfants, par exemple, des petits esclaves dans les marchés. Oui, oui, les enfants, vous savez, ils arrivent dans des familles, on va prendre l'enfant de son frère, de sa sœur, on l'amène en ville pour le scolariser, après on l'utilise comme esclave, qui fait un peu de tout pour la famille. Ça m'interroge, ça me parle, ce genre de questions, et ça tord le cou aux pensées idéalistes d'une Afrique aimante et solidaire, en fait. Président Congolais a parlé de l'esclavage sur les terrains africains. Qu'est-ce qu'il en a dit? Je ne sais pas s'il a juste dit, c'était parce qu'il battait une campagne. Il est inacceptable que les Africains, aujourd'hui, sur le territoire africain, pratiquent l'esclavage. Oui, il a dit, mais ce qui est bien avec... Et même les penseurs, et même les hommes politiques en Afrique, nous sommes les maîtres de la théorie. On a des belles idées, hein? On peut se tenir autour d'une table, faire de grands débats, mais la pratique, c'est de ça dont on a besoin. Oui. Et vous, en tant qu'écrivain engagé, c'est vrai que on n'est plus dans le public, on n'est plus dans la société. Vous pensez quoi de l'esclavage qui se passe là? C'est inadmissible qu'on en soit là. C'est inadmissible, mais c'est peut-être révélateur de quelque chose, que finalement, de nos fragilités, hein, de nos errances, du fait que finalement, notre épine dorsale n'est pas si... Oui, l'Afrique est riche, c'est une chose. Les richesses sont mal distribuées, c'en est une autre. Et comme il existe en Afrique des hommes pauvres dans un pays riche, il faut qu'ils aillent chercher fortune là où ils pensent pouvoir la trouver. Parce qu'en réalité, c'est en Afrique qu'il y a les richesses, c'est pas ailleurs, c'est pas en Occident. Je vis dans ce pays, il y a peut-être une aisance. Je vis en France, je veux dire, il y a peut-être une facilité à avoir accès aux soins, une facilité, il y a des parachutes qui aident, mais il y a une telle pauvreté dans la chaleur humaine, il y a une telle pression aussi sociale qui est là, qui fait que on a toujours envie de repartir, et que le fait de se souvenir que on a l'Afrique, qu'on finira par repartir en Afrique, nous aide à aller mieux que ceux qui n'ont pas cette option. Oui. Un dernier mot, la fête des droits de la femme. Qu'est-ce que vous pensez en 2019 sur cette fête? Elle a sa place, mais ça prend un peu les allures de folklore quand même. C'est ça en fait. On n'a pas besoin de faire des pagnes pour ça. On doit s'asseoir autour d'une table et discuter qu'avons-nous fait, où en sommes-nous, que comptons-nous faire pour l'année à venir, on le fait, et l'année qui suit, on fait le bilan des actions. Moi, je suis une femme pragmatique. Maintenant, si c'est pour mettre le pagne, si c'est pour... Non, 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 on doit dépasser ça. Sinon, ça nous ramène aux années 80, à l'époque des groupes d'animation. Non. La scène littéraire, vous connaissez? Oui, je connais. Vous pensez quoi de la scène littéraire et de cette dame? C'est un merveilleux projet que j'ai découvert lorsque la romancière Mleboum avait été primée. C'était encore le prix de la scène littéraire, avant que ça ne devienne le prix des Afriques, oui. C'était le prix de l'écrivain engagé, je crois, oui. J'ai découvert et je me suis intéressée au projet, j'ai regardé. Au fil des années, je suis en fait le travail d'Agnès avec
toute l'équipe qui l'entoure. Et je l'encourage parce que nous, les écrivains africains, souvent nous n'avons pas des, comment dire, des personnes qui portent notre œuvre. C'est-à-dire, surtout nous, quand nous publions à l'étranger, hein, on a un éditeur, c'est bon, à compte d'éditeur, il est occidental très souvent. Et puis après ça s'arrête là. Nous n'avons pas des personnes qui croient en la littérature, qui croient en la force qu'il y a dans les livres des auteurs africains. Et Agnès fait un travail considérable. J'espère qu'on pourra drainer le maximum de personnes et surtout qu'il y ait des écrivains investis qui la soutiennent. Parce que quand même, ce qu'elle fait, c'est pour ces écrivains. Oui. Parfait. C'était un plaisir de vous avoir. Avec plaisir, Jordan. C'est un plaisir, franchement. Très, très belle carrière. Merci. Beaucoup de bonnes choses. Continuez à nous écrire. Très bien. Merci. Au revoir.